sur la logique floue et sa différence donc avec la logique parménidienne. Il y a quand même malgré tout une petite question que je pose. Je sais pas, bon, tu me diras que je cherche un petit peu la petite bête, mais le raisonnement qui construit la logique floue, dans le fond, ne s'appuie-t-il pas lui-même sur la logique parménidienne? Voilà. Donc, parce que si tu veux, la démonstration que tu fais donc s'appuie donc sur des productions de vérité. Donc, dans le fond, c'est une question qui je me demande si la logique floue, dans le fond, n'est pas une sorte de cure du ravage parménidien, en quelque sorte, ou si vraiment, donc, quand on pense flou, on pense autrement. Parce qu'il me semble que quand tu parles quand tu parles donc de cette construction donc de l'ensemble flou, eh bien, il me semble qu'il est structuré selon des lois qui sont effectivement, qui restent les lois logiques que nous connaissons et que tu définis à la base. Donc voilà, je me posais cette question-là, si ce n'est pas une sorte d'aménagement du parménidien pour rendre mieux compte du réel, sans pour autant arriver à penser complètement autrement. Vous voyez, c'est une question, euh, euh, voilà. Je peux, si tu veux, y répondre tout de suite. La réponse est non. Ce n'est pas une logique parménidienne, c'est une logique anti-parménidienne. Pour une raison très simple, c'est que dans la logique parménidienne, binaire, bivalente, tu n'as que deux valeurs de vérité possibles, soit vrai, soit faux, soit 1, soit 0. Dans une logique floue, entre le 0 et le 1, tu as une infinité de valeurs intermédiaires. Autrement dit, tu as quelque chose qui est non pas discontinu, mais au contraire continu. Tu vois, tu peux passer d'un pôle à l'autre de manière continue. Donc, on est vraiment là à l'opposé même d'une logique parménidienne. Oui, ça j'ai bien compris au niveau du signifié, mais je parle donc au niveau de la construction mentale de la logique floue. Je me demandais s'il n'y avait pas une difficulté qui était là, mais bon, je réfléchirai plus. Voilà. Laura? Oui. Merci pour le exposé. Eric, ça nous donne beaucoup à penser. Et chez nous, les psychanalystes, dans le premier sens, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de la antiphilosophie et du travail de Barbara Sand, qu'elle fait toute une exploration de la antiphilosophie, pas à partir de Socrate et Parménide, sinon au contraire des rhétoriques et les présocratiques et donnant plus de force à eux pour une pensée d'une façon moins dichotomique. Et dans le deuxième point, c'est que j'aimerais te demander si tu ne penses pas que ça nous sert aussi, pas seulement à penser la logique sexuelle, sinon aussi la logique du pouvoir et la logique du biopouvoir, la logique qui parle tellement de Butler que François nous a rappelé, que c'est la logique de celui qui mérite la vie et celui qui ne mérite pas la vie, soit des Indiens, soit des Noirs, soit des Arabes ou quoi que ce soit, et que si on ne peut pas utiliser cette même logique avec même la folie de Foucault, celui qui pense, qui ne sont pas dans le domaine des cartes, sont celui qui doit aller à l'asile. Et dans le troisième point, et avec cette logique, c'est absolument pour moi une condamnation aux formules de la sexuation de Lacan. Et Lacan, comme on a parlé avant, il a fait des énormes efforts avec la bande de Moebius, tout ça, pour penser l'intérieur et l'extérieur. Mais avec la formule de sexuation, c'est vraiment une logique parménidienne. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à réfléchir sur ton exposé. Donc, je vais répondre à Laura.
Du côté de l'antiphilosophie, effectivement, on est avec la logique floue, on est dans quelque chose qui est une antiphilosophie. J'aime pas beaucoup le terme, j'aime pas trop ce qui est anti, mais au sens où toute la philosophie classique s'est développée à partir justement de Parménide. Je veux dire par là qu'il n'y aurait pas eu Socrate, il n'y aurait pas eu Aristote en particulier, et surtout Aristote, il n'y aurait pas eu Platon, Plotin, etc., s'il n'y avait pas eu Parménide. Ils auraient existé évidemment, mais leur pensée aurait peut-être été autre que celle qu'ils ont développée. Donc, et pour moi, si la psychanalyse est une antiphilosophie, comme le disait Lacan, c'est parce qu'elle est anti-parménidienne, justement. Et si elle est anti-parménidienne, c'est au sens où, dans son ontologie, la psychanalyse intègre la pulsion de mort qui est totalement foreclose chez Parménide. Chez Parménide, la pulsion de mort ne peut pas exister. La deuxième question, c'était est-ce que c'est une politique, est-ce que la logique parménidienne a quelque chose à voir avec le biopouvoir, a quelque chose à voir avec la politique? Oui, absolument. Tel que le développe Parménide dans son poème qui s'appelle, enfin qui a été nommé par la suite sur la nature, Périphuséos. Parménide dit très clairement à un moment, un instant de son poème, je t'interdis de dire ou même de penser que l'être puisse provenir du non-être. Je t'interdis de dire ou même de penser. On est là bien dans le discours du maître et effectivement, ce qui va se développer en particulier avec Xénophane de Colophon, c'est toute une structure socio-cognitive normative, c'est-à-dire qu'à partir de Parménide, ce qui était possible dans l'ordre du mythe, ce qui était possible du côté de la poésie grecque ou des choses de cet ordre-là, ce qui est possible encore dans d'autres civilisations, eh bien là, ça a été terminé. Ça a été terminé. Par rapport à la folie, oui, puisque l'utilisation de la logique floue, dont Parménide a d'ailleurs l'intuition, est qualifiée par lui de discours des hommes sots, idiots, aveugles, à la double tête, pour qui le même et le non-même sont pris pour le même et le non-même. On est là dans une condamnation effective de la logique floue et qui passe pour quelque chose de l'ordre de la folie. Enfin, par rapport aux formules de la sexuation de Lacan, c'est vrai que ces formules prétendent aller au-delà de Parménide, mais utilisent une logique qui reste une logique parménidienne, une logique binaire, de telle sorte qu'à mon sens, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ces formules de la sexuation. Je ne saurais pas exactement dire quoi. Je dois avouer que ces formules, à une époque, je les ai étudiées très attentivement. Je n'ai pas été très convaincu, pour dire les choses de manière concise. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions, Laura. Merci, merci, merci. Est-ce que je peux vous... Moi, j'aurais aimé poser une question à François Morel en même temps, parce qu'il y a un point moi, qui m'a vraiment intéressé dans le premier exposé, qui était sur qu'on peut faire peut-être une double approche de la notion d'assujettissement à partir de la pensée de Butler, avec d'un côté approcher l'assujettissement par le symbolique, et donc peut-être par une logique binaire, ou alors approcher l'assujettissement par la norme. Et la norme est prise par toutes les innovations sociales et un rapport de pouvoir qui peut être contesté, qui peut être resignifié, etc. Et François, vous avez insisté sur le fait qu'il y aurait peut-être cette impensée de la norme comme prérequis de l'assujettissement symbolique. Et je me demandais si finalement cette opposition entre symbolique et norme, comme rapport à l'assujettissement, rejouait pas finalement la distinction entre la logique binaire et la logique floue. Et de ce point de vue-là, voilà, est-ce que tous les deux, vous pourriez peut-être essayer d'articuler ce point? Est-ce que finalement on peut penser le rapport au pouvoir et à la norme à partir d'une logique floue et le rapport peut-être au symbolique à partir d'une logique binaire et parménidienne? Bien, écoute, je trouve qu'il y a une réponse dans ta question, parce que donc l'idée t'est venue et elle me paraît très bonne. Effectivement, moi, la question que je me suis posée, effectivement, se situe à partir
de la coupure. Qu'est-ce qui manque donc à la psychanalyse pour penser? Pourquoi donc elle est attaquée comme ça? Donc alors on peut donc soit se draper dans sa dignité en disant affreux, tout le monde résiste, on résiste à la psychanalyse. Mais nous avons raison, nous tenons le bon bout, un peu de courage, c'est ainsi comme ça, c'est comme ça depuis le début de la psychanalyse, et ainsi de suite. Soit on considère que les gens qui nous critiquent ne sont pas des crétins, et donc qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est, disons d'une façon très simple que moi je donne du poids donc, aux critiques, quand ce ne sont pas des critiques qui sont trop écrasantes, et surtout quand ce sont des critiques qui se répètent, qui viennent de plusieurs champs différents. Vous voyez, par exemple, nous, en tant que sujet, on a un trait de caractère, on ne s'en rend pas bien compte, hein, et on ne le voit pas, on est assis dessus, on est aveugle, hein, il apparaît comme comme en rose, là, comme la grosse image rose là, que j'ai montrée, quoi. En fait, il occupe tout le champ, mais on ne le voit pas. Mais par contre, pour accéder à ce trait de caractère, il faut écouter ce que nous disent les autres. Et souvent, quand les autres nous disent des choses qui nous heurtent, qui nous choquent, et dans le fond, c'est quelque chose qui est exclu et au-dedans de nous, hein, que nous ne pensons pas, mais qui nous fabrique. Hein, voilà. Donc, je dirais que le caractère du coup de la psychanalyse, c'est-à-dire le côté impensé, hein, donc c'est finalement l'anthropologique, le sociologique, où on aperçoit quand même un refus de payer une dette, hein, qui est pourtant bien là. Hein, et cela a des conséquences sur notre clinique. Alors comme vous le faites remarquer, Frédéric, c'est très intéressant de voir que dans le fond, on pratique effectivement un système donc d'exclusion, hein, qui procède effectivement donc d'un binaire, que l'on ne fonctionne pas effectivement dans une continuité, c'est-à-dire que par exemple que l'on voit je sais plus si chez Foucault-Deleuze que le dedans est un pli du dehors, hein, en quelque sorte, donc ou que l'on voit aussi chez Lacan dans la bande de Moebius, hein, donc où il y a une sorte de continuité qui est là, hein, qui rend compte que la construction psychique et la construction d'un sujet dans le sociologique donc ne sont pas dans une discontinuité absolue. Après, la question de savoir donc si le symbolique donc contient des normes, si le symbolique provoque des normes, ou si le symbolique, dans le fond, la pensée du symbolique, si elle se réduit seulement au signifiant, exclut en quelque sorte de pouvoir penser les normes. Hein, moi, je pense que, disons, une approche du symbolique qui est trop saussurienne, trop marquée par la logique du signifiant, exclut les parts du langage qui ne sont pas signifiantes. Tout le langage ne se réduit pas exactement au signifiant, comme le montrait Eric. Et donc, il y a même d'ailleurs une partie qui nous échappe. Et c'est ça qui est très beau, je trouve, c'est le triangle du haut. Hein, c'est-à-dire le triangle du haut, c'est dans le fond, c'est une zone qui apparaît où on ne peut rien dire, mais qui est quand même là. Et là c'est donc, j'ai trouvé cet endroit le plus magnifique. Voilà. Oui, moi je pourrais aussi ajouter que ce n'est pas tellement la logique du signifiant qui est en jeu que la logique parménidienne telle qu'elle s'est imposée sur la logique du signifiant. Parce qu'une des raisons qui a présidé à la mise en place des ensembles flous et de la logique floue par Lotfi Sadeh, c'est la volonté de pouvoir faire des systèmes experts qui miment les raisonnements spontanés de l'être humain. Et les raisonnements spontanés qui s'appuient précisément sur les signifiants sont des raisonnements qui ne fonctionnent pas en logique binaire. Et si on essaye d'appliquer dans des systèmes experts des systèmes de logique binaire, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre juste un exemple, le diagnostic médical. Si vous décrétez que mettons, une température qui signe une pathologie est à 39 degrés et que donc vous êtes en logique binaire, à ce moment-là, une température qui sera à 38,5 ne sera pas considérée comme un signe pathologique.
Si vous êtes dans une logique floue, en réalité, vous allez surveiller la montée d'une température à partir de 37 degrés 2 jusqu'à 39 et vous allez ajuster le traitement en fonction de la montée de la température. Eh bien, cette montée de la température, la prise en compte de cette montée de la température, c'est typiquement l'usage d'une logique floue dans un diagnostic. La logique floue, en fait, c'est la logique spontanée qu'utilisent les êtres humains. C'est celle qui, par exemple, va être employée pour des signifiants tels que âgé. Est-ce qu'une personne de 45 ou de 50 ans est une personne âgée? Eh bien, pour un jeune homme de 16 ans, c'est sans doute une personne âgée. Pour quelqu'un qui a 90 ans, ce n'est pas forcément une personne âgée. Que veut dire aller vite en voiture? Est-ce que aller à 80 km/h, est-ce que c'est aller vite? Qu'est-ce que c'est qu'aller lentement? Il y a toute une zone de signifiants comme ça qui ne sont pas donc numérisables, numériques, qui sont maintenant traités par la logique floue. Mais ça ne veut pas dire que la logique floue ne peut pas donner accès à des prises en compte mathématiques. Si vous regardez les triangles que j'ai tracés tout à l'heure, par exemple le triangle de l'intersection du sous-ensemble homme et du sous-ensemble femme, ce triangle peut très bien être mathématisé au titre d'une intégration de l'aire sous la courbe. Et l'intégration de l'aire d'un triangle, c'est une formule extrêmement simple qu'on apprend dès l'école primaire, c'est je multiplie la base par la hauteur et je divise par 2. J'ai l'aire d'un triangle. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai fait, c'est une intégrale. Et voilà. Donc, en fait, on peut faire des intégrales. Alors, évidemment, dans les systèmes experts, par exemple, dans la régulation de la vitesse des voitures sur une autoroute, la vitesse des trains à grande vitesse pour faire des économies d'énergie sur les machines à laver, les appareils photo, etc. Évidemment, ces intégrations sont beaucoup plus compliquées que celles que j'ai utilisées là, où j'ai pris des fonctions linéaires continues pour décrire les hommes, le sous-ensemble homme ou le sous-ensemble femme. C'est évidemment plus compliqué que ça dans la réalité. Mais vous voyez ici que la logique floue, et Lotfi Sadeh le disait dès son premier article de 1965, c'est une logique du signifiant. Alors que la logique parménidienne n'est pas une logique du signifiant. La logique parménidienne, c'est-à-dire la logique binaire, a été construite contre la logique du signifiant. Elle a été construite en utilisant ce que j'ai montré tout à l'heure avec les triangles, en utilisant une restriction de la logique floue. C'est-à-dire que la logique floue, c'est la logique générale. La logique parménidienne est une restriction de la logique floue. Voilà. Très bien. Oui, Jean-Paul? Oui, juste par rapport à là où j'en suis, en fait, au tableau de la sexuation, c'est que le rabattre ou le ramener à une logique parménidienne, on risquerait de passer à côté d'autre chose, c'est-à-dire que la question de la jouissance. Là, dans la logique floue, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité, en fait, hein. On n'est plus dans le tiers exclu et la question de l'entre-deux, de l'intermédiaire. Avec Lacan, sur la question de la jouissance, on n'est plus dans la question tout à fait du genre, puisque elle n'est pas simplement une affaire non plus d'anatomie, elle concerne en fait la modalité de jouissance par rapport à la référence phallique, mais du côté d'une jouissance supplémentaire, une jouissance autre. Et donc, l'intérêt, je crois, si on peut tirer quelque chose, je me suis demandé par rapport à ça, on ne peut pas ramener tout à fait à la question voilà, d'une logique parménidienne parce qu'il pose la question d'une jouissance du corps qui n'est plus la jouissance limitée à l'organe, hein, et une jouissance, au fond, qui échappe de ce côté-là. Hein. Voilà, donc c'était simplement, je me disais, est-ce qu'on peut vraiment tout ramener du côté du tableau de la sexuation, même s'il y a cette répartition, du côté de la logique parménidienne. Voilà, c'était juste une remarque et en même temps une question.
Oui, pour répondre à cette remarque, ce qui, à mon sens, est très intéressant, c'est se demander ce que pourrait être cette jouissance autre que la jouissance phallique. Je n'ai pas la réponse, mais il y a un livre dans lequel c'est très très bien traité, c'est L'amant de Lady Chatterley. Et l'amant de Lady Chatterley a cette valeur pour moi qu'il a été écrit, en ce qui concerne la description des orgasmes féminins, il a été écrit à 4 mains. Il a été écrit, certes, mis en style par D.H. Lawrence, mais il a été fait, ces descriptions d'orgasmes féminins ont été faites à partir du récit que Frida Lawrence faisait à son mari des orgasmes qu'elle avait avec ses amants. Et donc, en fait, David Herbert Lawrence, a retranscrit les descriptions que faisait sa femme. Et dans ces descriptions de cet orgasme, de cette jouissance haute, parce que dans le livre, la différence est faite de manière très très précise entre la jouissance phallique et une jouissance autre, il est absolument évident que dans cette jouissance haute, telle qu'elle est décrite dans L'amant de Lady Chatterley, cette jouissance haute, c'est une jouissance purement pulsionnelle, non pas une jouissance phallique, mais une jouissance pulsionnelle telle que les limites du moi éclatent. Voilà la réponse que je pouvais faire. Oui, oui, c'est intéressant cette observation. Mais la question, c'est au-delà de l'orgasme, hein, c'est la jouissance, par exemple, qu'il aborde des mystiques, hein, qui n'est plus une affaire de genre. Hein. Donc, cette jouissance des mystiques qui est plus localisée à l'organe ou au sexe, mais qui est une jouissance du corps entier. Et on peut même dire que le mystique, il jouit du signifiant. Il jouit du signifiant nom de Dieu, du nom de Dieu comme signifiant de la jouissance. Donc, si on pousse jusque ce volet qu'on retrouve chez Lacan. Et voilà, c'était effectivement, bon, après, c'est plus, peut-être, on est vite limité hein, par la question de ce qui s'éprouve et ne peut se dire. Cette jouissance. Voilà, merci en tout cas pour cet apport. Moi, je dirais que par rapport à ces questions de la formule de la sexuation, elles sont, on peut dire que, est-ce que ça nous dit quelque chose sur la division entre hommes et femmes? Donc, non, puisque la jouissance, donc Lacan pique d'ailleurs les mystiques de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, hein, donc il en ajoute même pas plus, hein, je crois pas. Hein. Ça ne nous dit pas réellement, donc ça ne fait pas de vision. Par contre, ce que l'on sait, c'est que donc on se focalise donc sur un truc. Bon, c'est sur la capacité orgastique, la capacité de jouissance, mais dans le fond, hommes et femmes sont des catégories qui sont définies et qui provoquent des effets extrêmement forts sur les sujets qui sont nommés tels, hommes ou femmes. Hein, donc, et là, ça, c'est complètement oublié, pas complètement, mais on le trouve, le fait traumatique d'être un homme et pas une femme, ou d'être une femme et pas un homme par une opération de nomination donc, qui est posée dans un ordre social, dans le fond, il me semble que les formules de sexuation n'en parlent que peu, sauf si on considère que les femmes sont les sortes dans le territoire de l'exclusion. Voilà, que les femmes sont de l'ordre de l'exclu, et donc du coup, effectivement, le territoire qui reste libre, en quelque sorte, ce n'est plus le territoire de la jouissance des organes du corps, c'est un territoire autre, hein, de la même façon qu'on avait accordé aux femmes, dans les cours
à partir de l'amour pour toi, le territoire de l'amour, elles devenaient donc les reines d'un territoire qui, dans le fond, n'avait pas une existence politique véritable. Et ça, il me semble qu'il y a un oubli donc d'un processus d'exclusion et de ségrégation qui crée effectivement des différences entre êtres humains très tôt. Et donc, effectivement, le côté homme des formules de la sexuation donc semble avoir donc un pouvoir un pouvoir d'exclusion qui se présente. Il y a ce point-là. Mais donc, mais il me semble que ce n'est pas parlé. Mais bon, j'avais fait ce travail ailleurs, mais quand on lit donc le texte de l'Étourdi, on voit que Lacan, dans son énonciation, au point même où il construit donc la question de la jouissance féminine, etc., commence par une insulte. Donc, il commence par l'insulte à Simone de Beauvoir, où il dit il n'y a pas de deuxième sexe, comme une sotte a pu le dire. Donc, traiter Simone de Beauvoir de sotte, donc sans la nommer, en quelque sorte, eh bien, alors que c'est un texte qui est d'une rigueur de construction absolument ciselée, là, je crois il y a quelque chose qui pète, qui constitue l'autre dans une différence d'expulsion, en quelque sorte, et bien c'est là la question de la différence entre hommes et femmes qui se situe. Et c'est là que se situe, et donc c'est là où les femmes rejoignent donc la minorité politique donc, que présentait et présente toujours encore les minorités sexuelles. Donc, et ça a un effet de constitution et d'assujettissement donc, qui n'est pas du tout pris en compte donc dans les formules de la sexuation. C'est-à-dire qu'en fait, on est la construction de sa différence dans un plan non plus exactement symbolique, mais sur un plan du langage par l'insulte et sur un plan imaginaire et traumatique. Voilà, donc c'est ce point qui est là et qui, dans le fond, est très squeezé dans les formules de la sexuation et qui s'entend donc dans l'étourdi, comme je vous l'ai dit, donc à partir, moi je te dirais, de cette insulte donc qui est là, donc dans un texte qui a pourtant été travaillé vraiment au ciseau, mais aussi dans le séminaire encore, si vous lisez, pardon, mais j'ai dit écouter, c'est un lapsus, si vous lisez la version dite cette affaire-là, donc que l'on peut trouver sur le net, vous cherchez encore version cette affaire-là, disons qu'elle reprend à peu près donc ce qu'on connaît dans la version Seuil, mais par contre c'est comme dans un sitcom, il y a les réactions de la salle. Donc quand Lacan donc parle des femmes, donc toute la salle se met à rigoler. Et Lacan ne réagit jamais à cette réaction de la salle. Donc il continue donc imperturbable. Mais donc du coup il y a un effet sitcom donc lorsqu'il parle donc des femmes de différentes façons, et vous pourrez le lire, ça se voit très bien. Et donc là, on s'aperçoit que quelque chose donc est manqué, donc véritablement dans la constitution subjective de ce qu'est la différence justement sexuelle, je dirais. Voilà. Donc c'est ça le problème des formules de sexuation. Il se situe presque un peu en dehors. C'est que dans le fond, on se situe à réfléchir sur un côté. Bon, c'est la réflexion sur l'orgasme, tout ça est très intéressante, mais cela ne nous dit pas du tout comment ces sujets souffrent, comment les sujets s'identifient, comment ces sujets sont expulsés, comment ces sujets sont rendus malades et de cette différence qui existe et qui est effectivement peut-être, n'est-ce pas l'effet du signifiant, mais en tout cas l'effet d'une autre forme donc de point d'application du langage qui se situe derrière le pouvoir des normes. Voilà. Merci pour ces remarques. Bien. Y a-t-il d'autres commentaires ou réflexions?
Bon, donc je crois qu'on a bien travaillé. Donc peut-être que nous allons clore cette séance. Hein, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu donc le 10 décembre. Donc je vous ferai parvenir le programme bien précis. Hein, donc il y aura une intervention de Laura Chacon sur amour. Peux-tu répéter amour fugace, amour en fuite, amour fugace. Donc et donc, je continuerai cette question de la mélancolie où je suis arrivé à un petit peu moins de la moitié donc de ce que j'allais vous présenter. Donc, mais je terminerai la prochaine fois. Donc, je vous remercie beaucoup. Excuse-moi, François. Tout d'abord, je voudrais te prier de m'excuser et prier tous les participants de m'excuser. Je ne pourrai pas être là le 10 décembre parce que j'assiste à une autre conférence. D'accord, de Morissette sur la poésie chinoise, je crois, c'est ça? La poésie et la peinture chinoise. Ah, pardon, la poésie et peinture chinoise. Très bien. Bon, écoute, je pense que tu ne perdras rien. Voilà, donc très bien. Et de toute façon, donc, je vais enregistrer et donc nous pourrons après reprendre ça en discussion s'il le faut. Bon, je vous souhaite donc une belle soirée et donc nous terminons maintenant. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci François. Merci, au revoir.